Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire la suite des Fables de La Fontaine avec cette très vieille édition qui date de 1929. Donc nous avions déjà lu les 4 premiers chapitres, c'est-à-dire le livre premier, le livre second, le livre troisième et le livre quatrième. Donc aujourd'hui nous allons lire le livre cinquième. Et on commence avec le bûcheron et Mercure. Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements les forts ambitieux. Je le veux comme vous, cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais et m'instruis, il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice sans ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent, je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie. Deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois par une double image le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant. La mouche à la fourmi faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers, et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, ses cognée et la cherchant en vain, se fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre, sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. Ô ma cognée, ô ma pauvre cognée, s'écriait-il, Jupiter, rends-la moi, je tiendrai l'être encore un coup de toi. Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure, viens, elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu, la connaîtras-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. Lors une d'or à l'homme étant montrée, il répondit, je n'y demande rien. Une d'argent succède à la première, il la refuse. Enfin une de bois, voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée, et beaucoup ont de perdre leur outil et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore, à chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête, de ne pas dire aussitôt la voilà. Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe.
petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin, mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière: que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille. Pour faire un plat, quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille, et bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Ça, c'est une morale qu'on utilise toujours. Les oreilles du lièvre. Un animal cornu blessa de quelques coups le lion qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine, toute bête portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux aussitôt délogèrent, daims et cerfs de climat changèrent, chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'allât interpréter à cornes leur longueur. Ne les soutint en tout à des cornes pareilles. Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici, mes oreilles enfin seraient cornes aussi. Et quand je les aurais plus courtes qu'une autruche, je craindrais même encore. Le grillon repartit, cornes cela, vous me prenez pour cruche, ce sont oreilles que Dieu fit. On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et cornes de licorne. J'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. Le renard ayant la queue coupée. Un vieux renard, mais des plus fins, grand croqueur de poulet, grand preneur de lapin, sentant son renard d'une lieue, fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard en étant échappé, non pas franc, car pour gage il laissa sa queue, s'étant, dis-je, sauver son queue et tout honteux, pour avoir des pareils, comme il était habile, un jour que les renards tenaient conseil entre eux. Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile et qui va balayant tous les sentiers fangeux? Que nous sert cette queue? Il faut qu'on la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe, mais tournez-vous de grâce et l'on vous répondra. À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été temps perdu. La mode en fut continuée. La vieille et les deux servantes. Il était une vieille ayant deux chambrières. Elle filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celle-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Thétis chassait Phébus au grain doré, Tourès entrait en jeu, fuseau était tiré. De ça, de là, vous en aurez, point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son char remontait, un misérable coq à point nommé chantait. Aussitôt notre vieille, encore plus misérable, s'affublait d'un jupon crasseux et détestable, allumait une lampe et courait droit au lit, où de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, dormaient les deux pauvres servantes. L'une en
manger son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là, de Charybde en Scylla. La satire et le passant. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre l'écuelle aux dents. On les eût vus sur la mousse, lui, sa femme et main petit. Ils n'avaient tapis ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu, au brouet on le convie, il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le semondre de fois. D'abord avec son haleine, il se réchauffe les doigts. Puis sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satyre s'en étonne, notre hôte, à quoi bon ceci? L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise au Dieu que je couche avec vous sous même toit, arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. Le cheval et le loup. Un certain loup dans la saison que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie. Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qu'on avait mis au vert. Je laisse à penser quelle joie. Bonne chasse, dit-il, qu'il aurait à son gros. Et que n'est du mouton, car tu me serais hoc, au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie. Rusons donc, ainsi dit, il vient à pas compter, se dit écolier d'Hippocrate, qu'il connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prés, qu'il sait guérir sans qu'il se flatte toutes sortes de maux, si ton coursier voulait ne point sceller sa maladie. Lui, loup, gratis le guérirait, car le voir en cette prairie paître ainsi sans être lié, témoignait quelque mal selon la médecine. J'ai, dit la bête chevaline, une aposthume sous le pied. Mon fils, dit le docteur, il n'est point de parti susceptible de tant de maux. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux et fais aussi la chirurgie. Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps afin de happer son malade. L'autre, qui s'en doutait, lui lâche une ruade qu'il vous lui met en marmelade, les mandibules et les dents. C'est bien fait, dit le loup en soi-même fort triste. Chacun à son métier doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'arboriste et ne fus jamais que boucher. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, pêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le jonc, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute. D'une cité plus grosse que Paris, elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre
sort-il souvent du vent. La fortune et le jeune enfant. Sur le bord d'un puits très profond, dormait étendu de son long un enfant alors dans ses classes. Tout tête aux écoliers, couchettes et matelas. Un honnête homme en pareil cas aurait fait un seau de 20 brasses. Près de là, tout heureusement, la fortune passa, l'éveilla doucement, lui disant: Mon mignon, je vous sauve la vie. Soyez une autre fois plus sage, je vous prie. Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi. Cependant, c'était votre faute. Je vous demande en bonne foi si cette imprudence si haute provient de mon caprice. Elle part à ces mots. Pour moi, j'approuve son propos. Il n'arrive rien dans le monde qu'il ne faille qu'elle en réponde. Nous la faisons de tous égaux. Elle est prise à garant de toute aventure. Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures? On pense en être quitte en accusant son sort. Bref, la fortune a toujours tort. Les médecins. Le médecin, tant pis, allait voir un malade, que visitait aussi son confrère, tant mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade, soudain que le gisant irait voir ses aïeux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature. Après qu'en ses conseils tant pis eût été cru, il triomphait encore sur cette maladie. L'un disait: Il est mort, je l'avais bien prévu. S'il m'eût cru, disait l'autre, il serait plein de vie. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. L'âne portant des reliques. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit: Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend et que la gloire en est due. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. Le cerf et la vigne. Un cerf à la faveur d'une vigne fort haute et telle qu'on en voit en de certains climats, s'étant mis à couvert et sauvé du trépas. Les veneurs pour ce coup croyaient leurs chiens en faute, ils les rappellent donc. Le cerf hors de danger broute sa bienfaitrice, ingratitude extrême. On l'entend, on retourne, on le fait déloger, il vient mourir en ce lieu même. J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment. Profitez-en, ingrat, il tombe en ce moment. La meute en fait curer, il lui fut inutile de pleurer au veneur à sa mort arrivée. Vraie image de ceux qui profanent l'asile qui les a conservés. Le serpent et la lime. On compte qu'un serpent voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger un mauvais voisinage, entra dans sa boutique et cherchant à manger, y rencontra pour tout potage qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit sans se mettre en colère: Pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi, petit serpent à tête folle. Plutôt que d'emporter de moi seulement le quart d'une obole, tu te romprais toutes les dents. Je ne crains
que celle du temps. Ceci s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui n'étant bons à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de diamant. Le lièvre et la perdrix. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Celui qu'en ses vers je propose, et les siens, ce sont même chose. Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semble assez tranquille, quand une meute s'approchant oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, mais les chiens en défaut, sans même en excepter Briffaut. Enfin, il se trahit lui-même par les esprits sortant de son corps échauffé. Miraut, sur leur odeur ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême il le pousse, et Rustaud, qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte. La perdrix le raille et lui dit: Tu te vantais d'être si vite, qu'as-tu fait de tes pieds? Au moment qu'elle rit, son tour vient, on la trouve. Elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté, sans l'autour, au cerf cruel. L'aigle et le hibou. L'aigle et le chat, huant leur querelle, cessèrent et firent tant qu'ils s'embrassèrent. L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou, qu'ils ne se goberaient leurs petits peu ni prou. Connaissez-vous les miens? Dit l'oiseau de Minerve. Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau. Je crains en ce cas pour leur peau. C'est hasard si je les conserve. Comme vous êtes roi, vous ne considérez qui ni quoi. Rois et dieux mettent, quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu mes nourrissons, si vous les rencontrez. Peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez, je n'y toucherai de ma vie. Le hibou repartit. Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque, n'allez pas l'oublier, retenez-la si bien que chez moi la maudite barque n'entre point par votre moyen. Il advint qu'au hibou Dieu donna géniture, de façon qu'un beau soir qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure, dans les coins d'une roche dure, ou dans les trous d'une masure, je ne sais pas lequel des deux, de petits monstres fort hideux, rechignés, un air triste, une voix de mégère. Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle à notre ami, croquons-les. Le galant n'en fit pas à demi, ces repas ne sont point repas à la légère. Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds de ses chers nourrissons, hélas, pour toute chose. Il se plaint et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors: N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi, qui veut qu'on trouve son semblable beau, bien fait, et sur tous aimable. Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait, en avait-il le moindre trait? Le lion s'en allant en guerre. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter la tiraille nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts, le renard ménageait de secrètes pratiques, et le singe amusait l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds,
serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage, et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons pressés d'argent à leurs voisins fourreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'il tuerait bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours, au compte de ses gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. D'un de nos brisait moins ses moutons que leur ours. L'heure à leur compte et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouve l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre, ôtons-nous car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille, car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa terre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours que l'on ait mis par terre. Ce qui est devenu aujourd'hui, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, c'est la dernière. L'âne vêtu de la peau de lion. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu, était craint partout à la ronde, et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Force gens